Ce que vous ignorez sur le groupe de Bilderberg par Thierry Meyssan. Depuis plusieurs années, l'idée s'est répandue que le groupe de Bilderberg serait un embryon de gouvernement mondial. Ayant eu accès aux archives de ce club très secret, Thierry Meyssan montre que cette description est une fausse piste utilisée pour masquer la véritable identité et fonction du groupe. Le Bilderberg est une création de l'OTAN. Il vise à convaincre des leaders et à manipuler l'opinion publique à travers eux pour la faire adhérer aux concepts et aux actions de l'Alliance Atlantique. Chaque année, depuis 1954, une centaine des plus éminentes personnalités d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord se réunissent à huis clos et sous très haute protection, au sein du groupe de Bilderberg. Leurs séminaires durent 3 jours et rien ne transparaît de leurs débats. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, des journalistes se sont intéressés à cette organisation élitiste et secrète. Certains auteurs y ont vu un embryon de gouvernement mondial et lui attribuent les principales décisions politiques, culturelles, économiques et militaires de la seconde moitié du XXe siècle. Une interprétation qu'a relayée Fidel Castro, mais que rien n'est venu confirmer, ni infirmer. Pour savoir ce qu'est ou n'est pas le groupe de Bilderberg, j'ai cherché des documents et des témoins. J'ai eu accès à l'intégralité de ces archives pour la période 1954 à 1966 et à de nombreuses pièces ultérieures, et j'ai pu discuter avec un de ces anciens invités que je connais de très longue date. Aucun journaliste à ce jour, et certainement pas les auteurs à succès qui ont popularisé les clichés actuels, n'a eu accès à tant de documents internes du Bilderberg. Voici ce que j'ai découvert et compris. La première réunion de 1954. 70 personnalités, issues de 12 pays, participent à la première réunion du groupe. C'est un séminaire de 3 jours, du 29 au 31 mai 1954, près d'Arnhem, Pays-Bas. Les invités sont répartis dans 2 autres hôtels avoisinants, mais les débats se tiennent dans l'établissement principal qui donna son nom au groupe. Les invitations, à en tête du palais de Soestdijk, sont sibyllines. J'apprécierais vivement votre présence au Congrès international, sans caractère officiel, qui se tiendra aux Pays-Bas vers la fin du mois de mai. Ce congrès désire étudier un certain nombre de questions d'une grande importance pour la civilisation occidentale et a pour but de stimuler le goodwill et l'entente réciproque grâce à un libre-échange de vues. Elles sont signées du prince consort des Pays-Bas, Bernard Zurlieb-Biesterfeldt, et accompagnées de quelques pages d'informations administratives sur le transport et l'hébergement. Tout au plus y apprend-on que les délégués seront issus des États-Unis et de 11 États ouest européens, et que 6 séances de travail de 3 heures chacune sont prévues. Vu le passé nazi du prince Bernard, qui avait servi dans la cavalerie SS jusqu'à son mariage en 1937 avec la princesse Juliana, et dans le contexte du maccarthyisme, il est clair que les questions d'une grande importance pour la civilisation occidentale tournent autour de la lutte contre le communisme. Une fois arrivés sur place, l'impression des invités est tempérée par les 2 présidents de séance, l'entrepreneur états-unien John S. Coleman et le ministre belge sortant des Affaires étrangères Paul Van Zeeland. Le premier est un militant du libre-échange, le second est un partisan de la Communauté européenne de défense, CED. La CED est un projet qui visait à créer une armée européenne intégrée à l'OTAN. Il fut rejeté en 1954 par le Parlement français à l'instigation des gaullistes et du Parti communiste. Il faut attendre 2010 pour que ce projet trouve un début de réalisation avec l'entente franco-britannique au sein de l'OTAN et la guerre de Libye. Enfin, on aperçoit en bout de tribune Joseph Rétinger, l'éminence grise des Britanniques. Tout cela laisse à penser que les monarchies hollandaises et britanniques ont sponsorisé cette réunion pour soutenir la communauté européenne de défense et le modèle économique du capitalisme libre-échangiste face à l'anti-américanisme que promeuvent communistes et gaullistes. Cependant, les apparences sont trompeuses. Il ne s'agit pas de faire campagne pour la CED, mais de mobiliser les élites pour la guerre froide. Son Altesse royale le prince Bernard a été choisi pour convoquer ce congrès parce que son statut de prince consort lui donne un caractère étatique sans pour autant être officiel. Il masque le commanditaire, une organisation intergouvernementale qui entend manipuler les gouvernements de certains de ses États membres. John S. Coleman n'est pas encore le président de la Chambre de commerce des États-Unis, mais il vient de créer le Comité des citoyens pour une politique nationale du commerce, Citizens Committee for a National Trade Policy, CCNTP. Selon lui, le libre-échange absolu, c'est-à-dire le renoncement à tous les droits de douane, permettra aux pays alliés des États-Unis d'accroître leurs richesses et de financer la communauté européenne de défense, c'est-à-dire de réarmer l'Allemagne et d'intégrer sa puissance militaire potentielle au sein de l'OTAN.
Or, les documents en notre possession montrent que le CCNTP n'a de citoyen que le nom. C'est en réalité une initiative de Charles D. Jackson, le conseiller en guerre psychologique de la Maison-Blanche. L'opération est pilotée en amont par William J. Donovan, l'ancien commandant de l'OSS, le service de renseignement US durant la guerre, désormais chargé d'édifier la branche américaine du nouveau service secret de l'OTAN, le Gladio. Le livre « Les armées secrètes de l'OTAN » par Daniel Gansé en retrace l'historique. Paul Van Zeeland n'est pas seulement le promoteur de la communauté européenne de défense, c'est aussi un politicien de grande expérience. À la Libération, il a présidé la Ligue indépendante de coopération européenne, LIS, dont l'objectif est de créer une union douanière et monétaire. Cette organisation a été mise en place par Joseph Retinger, déjà cité. Précisément Retinger, qui fait office de secrétaire du Congrès de Bilderberg, a servi durant la guerre dans les services secrets anglais, SOE, du général Colin Gubin. Aventurier polonais, Retinger s'est retrouvé conseiller du gouvernement Sikorski en exil au Royaume-Uni. À Londres, il a animé le microsome des gouvernements en exil, se faisant ainsi le plus beau carnet d'adresses de l'Europe libérée. Son ami Sir Gubin a officiellement quitté le service et le SOE a été dissous. Il dirige une petite entreprise de tapis et textiles, qui lui sert de couverture. En réalité, aux côtés de son homologue Donovan, il est chargé de créer la branche anglaise du Gladio. Il a participé à toutes les réunions préparatoires du congrès de Bilderberg et est présent parmi les invités, assis à côté de Charles D. Jackson. À l'insu des participants, ce sont donc les services secrets de l'OTAN qui sont la puissance invitante. Bernard, Coleman et Van Zeeland servent de paravent. N'en déplaise aux journalistes imaginatifs qui ont cru discerner dans le Bilderberg une volonté de créer un gouvernement occulte mondial, ce club de personnalités influentes n'est qu'un outil de lobbying de l'OTAN pour la promotion de ses intérêts. C'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dangereux, car c'est l'OTAN qui ambitionne d'être un gouvernement occulte mondial garantissant la pérennité du statu quo international et de l'influence US. D'ailleurs, la sécurité de chaque réunion ultérieure ne sera pas assurée par la police du pays hôte, mais par les soldats de l'Alliance. Parmi les 10 orateurs inscrits, on relève 2 anciens premiers ministres, Guy Mollet, France et Alcide de Gasperi, Italie, 3 responsables du plan Marshall, le faucon de la guerre froide, Paul H. Nitz, et surtout un très puissant financier, David Rockefeller. Selon les documents préparatoires, une vingtaine de participants sont dans la confidence. Ils savent plus ou moins en détail qui sont les tireurs de ficelles et ont rédigé à l'avance leurs interventions. Les moindres détails ont été ajustés et il n'y a aucune part d'improvisation. Au contraire, la cinquantaine d'autres participants ignorent tout de ce qui se trame. Ils ont été choisis pour influencer leurs gouvernements respectifs et l'opinion publique de leur pays. Le séminaire est donc organisé pour les convaincre et pour les pousser à s'engager à propager les messages que l'on veut diffuser. Les interventions ne portent pas sur les grands problèmes internationaux, mais analysent la stratégie idéologique supposée des soviétiques et exposent la manière dont elle doit être contrée dans le monde libre. Les premières interventions évaluent le danger communiste. Les communistes conscients sont des individus qui entendent placer leur patrie au service de l'Union soviétique afin d'imposer au monde un système collectiviste. Ils doivent être combattus. Mais cette lutte est difficile car ces communistes conscients sont noyés en Europe dans une masse d'électeurs communistes qui ignorent tout de leurs sombres desseins et les suivent dans l'espoir de meilleures conditions sociales. Progressivement, la rhétorique se durcit. Le monde libre doit affronter le complot communiste mondial, non seulement de manière générale, mais aussi en répondant à des questions concrètes sur les investissements états-uniens en Europe ou sur la décolonisation. Enfin, les orateurs en arrivent au problème principal, les soviétiques, assurent-ils, exploitent à leur profit, pour des raisons culturelles et historiques, les responsables politiques du monde libre emploient des arguments différents aux États-Unis et en Europe, arguments qui se contredisent parfois. Le cas le plus emblématique est celui des purges organisées par le sénateur McCarthy aux États-Unis. Elles sont indispensables pour sauver la démocratie, mais la méthode choisie est ressentie en Europe comme une forme de totalitarisme. Le message final, c'est qu'aucune négociation diplomatique, aucun compromis n'est possible avec les « rouges ». Il faut empêcher coûte que coûte les communistes de jouer un rôle en Europe occidentale, mais il va falloir ruser, comme on ne peut pas les arrêter et les fusiller, il faudra les neutraliser avec discrétion, sans que leurs électeurs eux-mêmes s'en rendent compte.
Bref, l'idéologie qui est développée, c'est celle de l'OTAN et du Gladio. Il n'a jamais été dit que l'on truquerait les élections, ni que l'on assassinerait les tièdes, mais tous les participants ont admis que pour sauver le « monde libre », il faudrait mettre la liberté entre parenthèses. Bien que le projet de Communauté européenne de défense, CED, ait échoué 3 mois plus tard sous les coups de boutoir des députés communistes et nationalistes extrémistes, c'est-à-dire gaullistes, au Parlement français, le Congrès fut considéré comme un succès. Malgré les apparences, il n'avait pas pour but de soutenir la création de la CED ou toute autre mesure politique précise, mais de diffuser une idéologie dans la classe dirigeante, puis à travers elle dans la société. Objectivement, les Européens de l'Ouest avaient de moins en moins conscience des libertés dont ils étaient privés et ils étaient de plus en plus informés des libertés qui faisaient défaut aux habitants de l'Europe de l'Est. Le Bilderberg devient une organisation. Un second congrès est donc organisé en France, du 18 au 20 mars 1955. À Barbizon. Progressivement l'idée que ces congrès seront annuels et qu'ils nécessitent un secrétariat permanent s'impose. Le prince Bernard se met en retrait lorsqu'il est pris en flagrant délit de trafic d'influence, scandale Lockheed Martin. Il cède à l'ancien Premier ministre britannique Alec Douglas-Home, 1977 à 80, la présidence qui sera ensuite tenue par l'ancien chancelier et président allemand Walter Scheel, 1981 à 85, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre Eric Roll, 1986 à 89, l'ancien secrétaire général de l'OTAN Peter Carrington, 1990 à 98, et enfin l'ancien vice-président de la Commission européenne Étienne Davignon, depuis 1999. Pendant longtemps, le président du groupe de Bilderberg est assisté de 2 secrétaires généraux, un pour l'Europe et le Canada, les États vassaux, l'autre pour les États-Unis, le suzerain. Cependant, il n'y a plus qu'un seul secrétaire général depuis 1999. D'une année sur l'autre, les débats sont très redondants, c'est pourquoi les invités changent. Il y a toujours un noyau dur qui a préparé le séminaire à l'avance et des nouveaux venus à qui l'on inculque la rhétorique atlantiste du moment. Actuellement, les séminaires annuels rassemblent plus de 120 participants, dont toujours un tiers forme le noyau dur. Ils ont été sélectionnés par l'Alliance en fonction de l'importance de leurs relations et de leur capacité d'influence, indépendamment de leur fonction dans la société. Ainsi, ils restent membres du noyau dur lorsqu'ils changent de métier. Ce noyau dur inclut les membres du conseil d'administration, qui servent de devanture pour les invités, et des membres moins visibles pour ne pas effaroucher les nouveaux venus. Les Bilderbergers n'engagent pas les entreprises ou institutions dans lesquelles ils travaillent. Cependant, il est intéressant d'observer la diversité de leur secteur d'activité. Le lobby de la plus puissante organisation militaire mondiale. Au cours des dernières années, le nombre de sujets abordés lors des séminaires annuels a augmenté en fonction de l'actualité internationale. Mais cela ne nous apprend rien, car ces discussions n'ont aucun objet en elles-mêmes, elles sont juste des prétextes pour faire passer des messages. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès aux documents préparatoires les plus récents et ne pouvons que supputer sur les mots d'ordre que l'OTAN s'efforce de diffuser via ses leaders d'opinion. La réputation du groupe de Bilderberg a conduit certains auteurs à lui attribuer des capacités de nomination. C'est stupide et cela masque les vrais tireurs de ficelles qui se trouvent au sein de l'Alliance Atlantique. Par exemple, on a rapporté que durant la dernière campagne électorale présidentielle aux États-Unis, Barack Obama et Hillary Clinton ont disparu durant une journée, le 6 juin 2008, pour négocier à l'écart la fin de leur rivalité. Ils se sont en réalité rendus au séminaire annuel du groupe de Bilderberg, à Chantilly, Virginie, U.SA. Or, le lendemain, Madame Clinton annonçait qu'elle se retirait de la course. Certains auteurs en ont conclu que la décision a été prise au cours de la réunion du Bilderberg. Ce n'est pas logique, dans la mesure où cette décision était certaine depuis 3 jours vu le nombre de voix du sénateur Obama au sein du comité d'investiture du Parti démocrate. Selon notre source, c'est autre chose qui s'est passé. Barack Obama et Hillary Clinton ont conclu à l'écart un accord financier et politique. Le sénateur Obama a renfloué les caisses de sa rivale et lui a offert un poste dans son administration. Madame Clinton a refusé la vice-présidence et a choisi le département d'État, en échange de son soutien actif durant la campagne contre le candidat républicain. Puis, les 2 leaders ont été introduits par James A. Johnson au séminaire du Bilderberg où ils ont assuré les participants qu'ils travailleraient ensemble. Depuis longtemps déjà, Barack Obama était le candidat de l'OTAN.
Obama et sa famille ont toujours travaillé pour la C.I.A et le Pentagone. La biographie cachée des Obama, une famille au service de la CIA, par Wayne Madsen, en explique tous les détails. Il faut savoir que les premiers financements de sa campagne ont été fournis par la couronne d'Angleterre via l'homme d'affaires Ned Miyoshi. En présentant le sénateur noir au Bilderberger, l'Alliance Atlantique organisait à l'échelle internationale les relations publiques du futur président des États-Unis. De même, on a rapporté que le groupe de Bilderberg a organisé un dîner impromptu, hors séminaire, le 14 novembre 2009 au château de Val-Duchesse, propriété du roi de Belgique. L'ancien Premier ministre belge Herman Van Rompuy y a prononcé un discours. Or, 5 jours plus tard, il fut élu président du Conseil européen. Là encore, certains auteurs en ont conclu à tort que le groupe de Bilderberg était le « faiseur de rois ». En réalité, le président de l'Union européenne ne pouvait pas être choisi en dehors des cercles de l'OTAN, puisque, rappelons-le, l'Union européenne est issue des clauses secrètes du plan Marshall. Et ce choix devait être avalisé par les États membres. Ce type de décision nécessite de longues négociations et ne se prend pas lors d'un dîner entre amis. Toujours selon notre source, le président du groupe de Bilderberg, Étienne Davignon, a convoqué ce dîner exceptionnel pour présenter Van Rompuy à ses relais d'influence. La chose était d'autant plus indispensable que la première personnalité à occuper la nouvelle fonction de président de l'Union était totalement inconnue en dehors de son pays. Au cours du repas, M. Van Rompuy a exposé son programme de création d'un impôt européen pour financer directement les institutions de l'Union sans passer par les États membres. Il est resté au Bilderberger acclamé partout où il le pouvait qu'il connaisse Herman Van Rompuy et atteste de ses qualités pour présider l'Union. La réalité du groupe de Bilderberg est donc moins romantique que certains auteurs à succès l'ont imaginé. L'incroyable déploiement de forces militaires pour assurer sa sécurité n'a pas tant pour objet de le protéger que d'impressionner ceux qui y participent. Ils ne manifestent pas leur puissance, mais leur montrent que la seule vraie puissance en Occident, c'est l'OTAN. Libre à eux de la soutenir et d'être appuyés par elle, ou de la combattre et d'être inexorablement écrasés. En outre, bien que le groupe de Bilderberg ait développé à ses débuts une rhétorique anticommuniste, il n'était pas tourné contre l'URSS et n'est pas aujourd'hui tourné contre la Russie. Il suit la stratégie de l'Alliance qui n'est pas un pacte contre Moscou, mais pour la défense et éventuellement l'extension de la zone d'influence de Washington. À sa création, l'OTAN avait espéré intégrer l'Union soviétique, ce qui aurait équivalu à un engagement de Moscou de ne pas remettre en cause le partage du monde issu des conférences de Potsdam et de Yalta. Récemment, l'Alliance a accueilli le président Dmitri Medvedev au sommet de Lisbonne et lui a proposé que la Russie se joigne à elle. Il ne s'agirait pas alors d'une vassalisation, mais de la reconnaissance du nouvel ordre mondial, dans lequel toute l'Europe centrale et orientale est passée dans l'orbite états-unienne. Une adhésion russe vaudrait en quelque sorte traité de paix, Moscou reconnaîtrait sa défaite dans la guerre froide et le nouveau partage du monde. Dans ce cas, le groupe de Bilderberg inviterait des personnalités russes à ses réunions annuelles. Il ne leur demanderait pas d'influer l'opinion publique russe pour l'américaniser, mais pour la convaincre de renoncer définitivement aux rêves de grandeur du passé. Par Thierry Messant.